Isabelle Maréchal. Bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Isabelle, avec vous, avec toute l'équipe. Olivier Guillet qui est avec moi comme d'habitude. Salut Olivier. Ça va très bien. Ça va. Écoute, un peu retourné quand même par cet incendie qui a touché un édifice patrimonial. Un édifice que je connais bien, le 1600 de Lorimier. Je me demandais si je rêvais pas ce matin parce qu'à travers les flammes qui ont forcé d'ailleurs la fermeture du pont Jacques-Cartier, à travers les flammes, je reconnaissais cet édifice qui a été un lieu que j'ai côtoyé pendant plus de 7 ans parce que j'avais mes bureaux de production, là, ma compagnie Prod Media. Moi, je fais de la production télé. Et mes bureaux de production, toutes mes équipes ont travaillé à partir de cet édifice-là qui est vraiment sur le coin du pont Jacques-Cartier. Quand vous venez de la Rive-Sud, c'est vraiment mes fenêtres de bureau plongeait sur le pont, carrément. Une vue formidable. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent à Cube Télé, j'ai même sorti une photo qui avait été prise à l'époque par Joël Berthomeux, un réalisateur qui a fait plusieurs de mes documentaires. Il avait pris cette photo, Joël, une photo noir et blanc du pont Jacques-Cartier, de notre fenêtre, de notre salle de conférence. Une photo magnifique en noir et blanc qui lui a d'ailleurs valu un prix de photographie, mais qui vous montre à quel point vraiment l'édifice était quasiment sur le pont. À tel point que cette espèce de... Les gens, à l'époque, quand on a construit le pont Jacques-Cartier, les propriétaires de cette ancienne usine avaient refusé d'être expropriés et donc maintenaient le fait qu'ils étaient là, ce qui avait forcé les constructeurs du pont à dévier un peu le pont. C'est pour ça que vous avez cette espèce de courbe qu'on appelle la courbe Greg, qui est vraiment à l'entrée de Montréal. Tu es obligé de tourner pas mal raide, là. Des fois, c'est glissant, puis on a déjà dit que c'était dangereux. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'on avait refusé. Je pense que c'était une vieille usine, Barsalou, je pense, à l'époque. C'est un édifice qui est patrimonial, qui est très vieux, en briques, en bois, là, tout ce qu'il faut pour que ça prenne en feu, surtout quand tu sais que, moi, je peux vous le dire, là, j'ai vécu ça pendant 7 ans. C'est un édifice qui a été laissé aller. Les propriétaires, moi, j'en ai connu au moins, probablement 3, le propriétaire, entre le moment où j'ai loué la première fois puis quand je suis partie, et aucun n'a fait des améliorations. Moi, j'ai fait des améliorations locatives dans mes bureaux, mais au niveau de penser à améliorer les lieux, là, il n'y a absolument rien. Puis c'est vraiment, ça me fait quelque chose de regarder ça, je vous avoue, là. C'est presque émouvant. Puis on y a passé beaucoup d'heures. En fait, toute mon équipe, aujourd'hui, on s'est remémoré les instants qu'on a passés là. Et c'est surtout que ça a des répercussions sur la circulation. Je sais que notre collègue Alex Moranville est encore pogné dans le trafic. Ça a été très long pour moi aussi ce matin. Et jusqu'à maintenant, de ce qu'on apprend, Florence Lamoureux, d'ailleurs, est au téléphone, Florence, pour savoir justement, parce qu'on voulait parler au chef du service des incendies, qui est très occupé pour le moment, mais Sébastien, je ne sais pas si Flo, que je vois au téléphone en ce moment. Florence, est-ce que tu as eu des dernières nouvelles concernant la réouverture potentielle du pont Jacques-Cartier? Vas-y, on t'entend pas, il faudrait appuyer sur ton micro. Oui, on entend. Moi, je t'entends pas, Florence. Est-ce que tu l'entends? Je ne l'entends pas non plus, mais en attendant qu'on aille, moi, mon appartement était en diagonale juste de l'autre côté. Je la voyais là, dans les images. Arrête! Pendant 3 ans. Et cet immeuble-là, on voyait des itinérants, puis je le dis parce que je l'ai vu, rentrer sans cesse. C'était vraiment à l'abandon complètement depuis une couple d'années. Depuis 2020, moi j'ai quitté au moment de la pandémie, un petit peu avant, et depuis, c'était laissé à l'abandon. C'était barricadé, c'était placardé, il y avait beaucoup de squatteurs, des itinérants, tu le dis. Et un des problèmes aussi qu'il y avait, c'est que c'est un édifice qui est sur des terres contaminées. Je sais que les derniers propriétaires voulaient faire des condos. Ils n'ont jamais pu le faire. Ça aurait été un bel édifice à améliorer et tout. En tout cas, moi, j'ai eu des très mauvaises expériences avec les derniers propriétaires. On était même allé jusqu'en cours, là. Mais je sais qu'ils ont à peu près jeté tout le monde dehors ou ils ont pris des ententes avec ceux qui louaient là, des bureaux. Tu sais, quand tu dis... Il y a quelques années, tu vois, justement au moment de la pandémie, c'est un édifice qui pouvait facilement être transformé en logement. Là. Ça aurait été magnifique. Là, et là, en ce moment, ça appartenait-tu à la ville présentement? Non, il y a un propriétaire. Qui laissait ça aller. J'ai très hâte de voir, je n'en dirai pas plus, je fais attention à comment je le dis, j'ai très hâte de voir ce que le service des incendies va conclure. Est-ce un incendie criminel? Est-ce un accident? Est-ce un accident? Est-ce que c'est effectivement des squatteurs qui, par inadvertance, auraient mis le feu là? Bon. Ou est-ce que c'est à dessein qu'on a jugé bon de mettre le feu dans la bâtisse parce qu'il y a des assurances qui vont payer? T'sais. Écoute,
Hein? On jase de même, je ne le dis pas. On ne le sait pas personne. Et loin de moi l'idée d'affirmer quoi que ce soit. Mais toujours intéressant de voir quand ça brûle de même, pourquoi ça brûle. T'sais? Des fois, c'est bien d'adon. Mais bon. Toujours est-il que, heureusement, d'après ce qu'on sait, il n'y avait personne. Là. Il était inhabité. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y a déjà eu quelqu'un qui vivait là, alors que c'était des bureaux, là, mais qui squattait là officiellement, là, qui était dans la famille du propriétaire, puis la porte d'à côté de mon bureau, il en avait fait un appartement, là. Fait que c'était pas tout à fait legit. Est-ce que c'était beau à l'intérieur? Non, c'était pas beau, mon cher ami. Non, c'était pas attrayant. C'était chaud l'été, c'était fret l'hiver, il y avait de l'eau qui coulait, mais on avait une méchante de belle vue du pont Jacques-Cartier, par exemple. Voilà. C'était vraiment, c'est un édifice. C'est bien dommage parce que c'était un bel endroit et c'était un bel édifice. Alors, on vous tient au courant au cours de cette émission, là, si jamais... Florence, tu as des nouvelles? Je viens de raccrocher avec l'attaché de presse de l'Association des pompiers. Ils sont toujours en train d'évaluer la structure, donc pas de nouvelles malheureusement à vous donner, mais on devrait avoir le Monsieur Ross, le président de l'Association des pompiers d'ici la fin de l'émission. Là, il va essayer de nous libérer là, pour... de se libérer pour nous parler. Pour nous parler un petit peu. Et ce que tu en sais pour le moment, est-ce que Jacques-Cartier va pouvoir rouvrir? Il y avait peut-être le potentiel de rouvrir 2 voies. Potentiel d'ouvrir 2 voies vers la Rive-Sud, mais pour l'instant, là, c'est pas encore confirmé. Donc. D'accord. Alors, voilà. Florence, Olivier, vous nous tenez au courant. Là? Ouais. Et peut-être s'il y a des gens qui sont dans la circulation puis qui voient aussi, qui veulent peut-être commenter là-dessus, n'hésitez pas à nous appeler. Absolument. Appelez-nous 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Si vous êtes comme moi, que ça vous a pris au moins 2 heures à faire Rive-Sud Montréal ce matin, écrivez-nous, appelez-nous. Je serais très heureux de lire ça. Bien, complètement. Puis, vous pouvez bien sûr nous appeler, puis on vous mettra en onde pour jaser avec vous. C'est presque un sujet connexe avec notre premier sujet, parce qu'on va parler des hausses de taxes municipales qui sont largement supérieures à l'inflation dans beaucoup de municipalités au Québec. En fait, c'est le bureau d'enquête du Journal de Montréal qui a colligé là, les hausses les principales. Et on peut vous dire qu'à Saguenay, par exemple, c'est là où les citoyens vont connaître la plus forte augmentation de taxes. C'est quasiment 5 %, alors que l'inflation, là, ça vient d'être confirmé, vous l'avez vu en début de semaine, 2,4 %. Les villes disent qu'elles se sont basées sur l'inflation de septembre dernier, qui était un peu plus élevée, mais quand même. C'est 4,95, Sept-Îles, 4,1, à l'Assomption, 4,4, ça c'est plus proche de Montréal. Rimouski, on tourne dans le bas du fleuve, 4,3. Dans le coin de Val-d'Or, Rouyn-Noranda, là aussi, on est à 4,24, 4,63. C'est des grandes augmentations que vont devoir payer les citoyens, les propriétaires fonciers. Et il y a également les commerçants qui vont s'attendre aussi à des hausses de taxes pour leur commerce. Bref, on le sait, là, on vient de parler d'un édifice qui n'était pas du tout... qui n'a pas été remis à niveau pendant des années. Les gens dorment au gaz, s'assiedent sur des infrastructures. Quand c'est les gouvernements, évidemment, ça coûte cher. Fait qu'ils ne mettent pas cet argent-là. Ils se disent, on va attendre que le geyser nous explose en pleine face avant d'être obligé de refaire la conduite. Hein? On a vu ça à Montréal. Malheureusement, c'est un enjeu parce qu'il se trouve que soudainement, il faut tout refaire. Et c'est un peu ce qu'on a vu depuis les dernières années. Hier, je suis tombée sur une publication Instagram d'un propriétaire d'une pizzeria sur la rue Stanley à Montréal, Jean-Daniel Nadeau. Et sincèrement, ça m'a beaucoup touché. Il est en studio avec moi, mais sincèrement, j'aimerais qu'on entende un peu de sa publication hier parce que c'était vraiment bien senti. On écoute Jean-Daniel Nadeau. En 2023, la Ville de Montréal a commencé à faire des rénovations sur la rue Sainte-Catherine, qu'on peut voir juste ici. Et puis, depuis 2023, ça a été le bordel. Les ventes ont chuté de près de 50 %. Et puis, vendredi, on a eu la nouvelle qu'on était refusé pour l'aide financière de la part de la Ville. Et la raison est simple. La ligne de construction où ils ont séparé la phase 2 et la phase 3 est au milieu de la rue Stanley. Donc, les gens de ce côté-ci ont droit à l'aide de la Ville. Les gens de ce côté-là n'ont pas le droit à l'aide de la Ville. Et comme on est 2-3 restaurants... Et là, c'est là où on dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Ça, c'est un cas de, ben voyons donc, on n'en revient pas. Jean-Daniel Nadeau, merci beaucoup de venir en studio. Jean-Daniel, je rappelle, propriétaire de Brigade Pizzeria Napolitaine. Vous êtes situé sur la rue Stanley. Vous en avez un autre d'ailleurs. Vous en avez ouvert un deuxième. Exact. On en a un à Boucherville. Et celui de Montréal est là depuis 11 ans. On est dans notre 11e ou 12e année en ce moment, depuis 2014. Moi, à Boucherville depuis 2 ans. Ce que j'ai retenu, Jean-Daniel, c'est que là, vous avez une espèce de ligne imaginaire
En fait, elle n'est pas imaginaire. Elle est très réelle. Elle a été créée par quelqu'un à la ville qui a décidé que la phase 2, où on avait le droit à l'aide financière, des travaux. Encore là, on ne sait pas ce que ça veut dire non plus, mais la phase 2 passe directement sur la rue Stanley. Donc, si vous êtes du côté est de la ville, vous avez droit à l'aide financière sur la rue Stanley. Si vous êtes du côté ouest sur la rue Stanley, vous n'avez pas le droit. Fait que ça, là, c'est la même rue, une rue commerçante. On est les deux à peu près à 50 pieds l'un de l'autre. D'un bord, il y a des commerçants qui ont droit à une aide de la ville pour les compenser un peu pour les pertes encourues à cause de ces travaux qui en finissent plus de finir. Puis de l'autre côté, les voisins, là, dont vous, puis il y a comme 2 autres commerces, je pense, avec vous. Vous êtes 3, je pense. En fait, la plupart des restaurants ont fermé sur la rue Stanley. Il y en a beaucoup qui ont changé de main. Ceux qui restent dans notre coin, à nous, il y en a 3. Il y a The Ville Diner qui est au côté de la rue. Il y a un autre café qui est un petit peu plus haut. Ça, c'est ceux qui sont plus près de la rue Sainte-Catherine et qui sont dans le périmètre de la phase 2. Et de notre côté, on est les seuls. Incroyable. Ouais. Vous avez perdu 50% de votre chiffre d'affaires. Et ça continue à péricliter, depuis 2 ans. c'est-à-dire qu'on est rendu à des niveaux de pandémie en ce moment-là. Et on a vu descendre tranquillement les ventes depuis 2023. Il y a une corrélation directe entre la construction et les ventes du restaurant. On le voit quand ils rouvrent pour la RF1, quand ils rouvrent pour le temps des fêtes, les ventes augmentent un petit peu. Aussitôt qu'ils recommencent la construction, boum, ça redescend. Oui. Et là, pourquoi en plus, on trouvait que c'était cohérent de vous avoir, Jean-Daniel, avec ce témoignage aberrant où là, on voit que la ville a juste comme pas de logique. D'un bord de rue, les commerçants sont dédommagés. De l'autre bord de la rue, ils le sont pas. C'est vraiment aléatoire, pour pas dire carrément idiot. C'est qu'on vient de parler d'augmentation des taxes municipales et vous, en termes de taxes, vous êtes servi, c'est le cas de le dire, c'est assez salé, hein? Tout était, oui, c'est relatif, dépendamment de la ville. Les taxes sont toujours assez élevées, mais au centre-ville de Montréal, naturellement, on s'attend à ce que ça soit très élevé. Pour nous, ça représente à peu près 5 000 de taxes par mois. Par mois, là? Ouais. Donc, c'est 60 000 par année? Exact. On est là depuis 10 ans, donc ça fait à peu près 600 000 qu'on a payé en taxes au niveau de la ville, au niveau des 10 dernières années. Là. Ça peut être un petit peu plus, j'ai pas exact. Puis vous n'avez pas mis une ligne pour dire, en 2023, à partir de 2023, moi, j'en mets une ligne aussi. Non, nous, on essaie de réunir les gens plutôt que les diviser. Non, mais vous pourriez dire, moi, je ne paye pas mes maudites taxes. Sauf que le citoyen ne peut pas faire mais ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Ouais. Mais 60 000 de taxes. Même durant la pandémie, les taxes étaient collectées, les gens ne savent pas, mais on continuait à payer quand même. Mais il n'y a jamais eu de subvention pour ça non plus au niveau de la ville. La ville a toujours collecté ses taxes. Est-ce qu'il y en a qui ont bénéficié de cette aide que vous aimeriez avoir? Des restaurateurs ou d'autres commerçants? C'est très difficile à dire pour l'instant parce qu'au niveau de la restauration, il y a beaucoup quand même de compétition. Donc, les gens ne se parlent pas énormément. C'est pas comme s'il y avait une petite communauté d'affaires très serrée où on se dit des trucs comme ça. Comme pour moi, de passer comme ça, d'aller faire une vidéo sur Internet, il fallait que je sois vraiment en bout parce que je dis à tout le monde, en fait, qu'on a des difficultés. Et comme de fait, le lendemain, il y a des gens qui viennent me rencontrer qui disent « Hey, on pourrait prendre votre local, nous. » Donc, on est vulnérable quand on sort comme ça sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de requins, de gens qui cherchent une affaire, des choses. Donc, mais il y a des gens aussi il y a des gens comme moi qui ont dû faire, voyons, ça se peut pas. C'est ce qu'on souhaitait, c'est ce qu'on a eu. On a finalement eu une réponse de Leslie Roberts, qui est conseiller de la ville, qui nous a écoutés, qui est venu au restaurant. Qui vous a dit quoi? Qui a laissé sa carte. Il m'a rappelé ce matin, il m'a dit qu'il avait communiqué avec la ville, qu'effectivement, il y avait une erreur, qu'ils étaient pour changer le zonage, nous aider et nous accompagner, en fait, nous accompagner autant qu'il le peut, qu'il dit, pour régler la situation. Mais il nous a dit qu'il y avait beaucoup de red tape, mais qu'effectivement, la ville lui avait dit qu'il y avait eu une erreur, que c'est pas normal, on ne sait pas pourquoi la ligne est là. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Hein? C'est le fun d'en gagner une fois de temps en temps, mais on sait pas ce que ça veut dire encore. Mais vous ne connaissez pas l'issue. C'est que là, il y a quelqu'un à la ville... J'ai eu un appel avant de rentrer ici en ondes de M. Roberts, que j'apprécie énormément. Je suis très content qu'il nous ait écoutés, mais on ne sait toujours pas ce que ça veut dire, donc on va voir. Puis ça peut être long. Il m'a aussi dit ça. Il dit, écoute, on va essayer de pousser le plus rapidement possible, mais ça se peut que ça prenne un petit peu de temps. Moi, je lui ai répondu, écoutez, on est comme un peu à genoux. On va essayer de soutenir ça. On est des bons opérateurs. On était capable de passer au travers parce qu'on respecte notre coût de nourriture. Nous, on a notre coût de travail. Et moi et ma conjointe, on travaille dans le restaurant. Ma conjointe est là ce midi. Ouais. Pour maintenir le fort. Mais on travaille avec un employé. Des fois, il y a 15-20 personnes qui rentrent d'un coup.
ben, on est 1 ou 2 employés, fait que là, on rush. Tu sais, c'est comme, Mais vous êtes vraiment, on est vraiment là, affecté limite, par là. les travaux. Là. Depuis, c'est très, très clair. J'ai fait Qu'est-ce qu'ils fait font? un timeline des Ouais. constructions versus les ventes, puis on voit directement à partir de 2023 que les ventes commencent à péricliter. Et il y a une autre raison aussi à ça, c'est que ce qui n'a pas aidé non plus, c'est que la ville a ouvert 3 food halls au centre-ville de Montréal dans l'espace de 2 mois. Au Central, le Time Out et celui à la Place du Mairie. Ça, c'est nos clients du centre-ville. Donc, si par-dessus Mais c'est pas la ville qui les a ouverts, mais la ville a permis à des promoteurs vous avez raison, c'est pas la ville. d'ouvrir des grandes... Puis je blâme pas personne, c'est bien correct, c'est de la concurrence. Des grands marchés alimentaires. Puis on a passé au travers de ça, puis nos ventes, on a eu une petite flexibilité, puis on est remonté, il n'y avait pas de problème. Par contre, à partir du moment où vous creusez entre nous et les clients qui sont à la Place du Mairie, les clients doivent faire un labyrinthe de clôture pour venir jusqu'à nous. Ben, ils vont manger ailleurs et ça inclut les food halls qui sont maintenant disponibles et ils vont prendre d'autres habitudes depuis 2023 pour aller manger ailleurs. Donc là, il faut les ramener chez nous et avec la construction, c'est impossible. Ouais. Nous, on est la dernière rue de la phase 2 et la première rue de la phase 3. Donc, sur Stanley, on est en construction de 2023 à 2030. Mais ils font quoi? Ils changent complètement les tuyaux sous la terre? C'est quoi comme travaux? Ils creusent la rue. Ce qu'ils font exactement, c'est la même chose qu'ils ont fait à la Place des Arts un peu. C'est-à-dire qu'ils vont agrandir la rue, ils vont rétrécir la rue, il n'y a plus de parking, puis ils vont mettre des grands trottoirs. Je trouve que c'est excellent, j'ai pas de problème avec ça. La ville de Montréal se développe comme New York, comme Toronto. On devient une grande ville, puis ça vient avec ça. J'ai pas de problème avec ça, puis je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis la ville de Montréal est belle ville, puis je suis content d'en faire partie, puis on espère de rester là le plus longtemps possible. Puis mais je leur ferai cette affaire. Pas sur votre dos, par exemple, Jean-Daniel. Le problème, c'est que j'ai 3 enfants à la maison. Ouais. Quand on a signé en 2014, on ne savait pas que tout ça était pour arriver. Voyez-vous? Fait que, si vous aviez su ça... Ah, mais on n'aurait jamais fait... Non, avec les prix de loyer au centre-ville, on est chanceux, notre propriétaire est un bon propriétaire. Combien vous payez de loyer? On payait 19 000 par mois, 18 000 de loyer par mois avec les taxes. Et puis là, on a été capable de négocier avec le propriétaire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Donc, vous avez 18 000 par mois de loyer. Ah oui, c'est ce qu'on paye. Vous avez 5 000 de taxes. Dans le 18 000. Il y a les taxes incluses? Oui. OK, fait que c'est 18 000, 20 000. Ça fait, il faut en vendre la pizza? Oui, puis on était correct, il n'y avait pas de problème, tout fonctionnait très bien. C'est-à-dire que c'était pas le plus lucratif, honnêtement, mais on arrivait à rester en vie. Plus d'argent à Boucherville. Oui, c'est beaucoup plus facile à Boucherville. C'est-tu 2 fois c'est une autre... C'est une autre paire de manches parce que les coûts fixes sont pas les mêmes. Ne serait-ce que les poubelles que je dois payer au centre-ville, que je dois payer plus cher parce que les gars de vidange ne veulent pas venir au centre-ville parce que c'est trop compliqué. Sont inclus dans le loyer à Boucherville. Il y a des choses au centre-ville avec lesquelles on vit qu'on n'a pas besoin. Fait que vous, comme citoyen, entrepreneur, commerçant, vous êtes en affaires à Montréal. Vivez-vous à Montréal? J'habite sur la Rive-Sud maintenant. J'ai déménagé avec mes enfants, ma conjointe. Fait que là, vous avez-vous regardé quelle serait votre augmentation de taxes cette année? Vous êtes ce que j'ai compris, c'était 3,1. Je pense Gabriel ou Nicolas peut-être le savent, je ne sais pas. Oui, vous êtes... je vais les présenter. Mais donc, ce que j'allais vous dire, c'est vous, comme citoyen, commerçant, comment vous voyez les augmentations de taxes que vont imposer la plutart des municipalités au Québec, en tout cas au moins dans les grandes villes, là, c'est clair? Je pense que on fait partie d'être en business, c'est-à-dire qu'on vit avec les coûts et de notre part, il faut naturellement qu'on repasse ces coûts-là sur la nourriture. On n'a pas le choix. Là où ça devient problématique, c'est que les gens ne comprennent pas nécessairement cette partie-là. Ils nous disent « Ouais, mais là, les coûts de nourriture sont rendus tellement chers qu'on ne va plus au restaurant. » Puis ils ont raison. Et moi-même, je fais partie de ça aussi. Je vais moins au restaurant parce que ça coûte extrêmement cher. Mais vous dites comme restaurateur, j'ai pas le choix. C'est ça. Tout ça fait partie du coût. Moi, je dois vivre avec les augmentations de mes coûts de farine. On importe de la farine de grande qualité d'Italie, Caputo, Pozzelli. Et puis, ça nous coûte 75-80 $, le sac. Et ça nous coûtait 30 $ il y a 4 ans. Oh mon Dieu, la farine a triplé? Oui, presque, oui. Doublé, un peu plus que doublé. Même chose avec les tomates importées d'Italie. C'est des produits qui sont un peu plus dispendieux à cause de ça, mais les prix ont doublé, triplé dans à peu près tout. Et nos pizzas, les prix n'ont pas doublé, triplé. Donc, on a fallu qu'on trouve des façons pour arriver à... Comment vous y arrivez? Bien, on a trouvé des méthodes de travail qui sont plus flexibles. On a pris un petit peu plus sur le labor, un petit peu moins sur le coût de nourriture. On essaie de trouver des recettes qui sont peut-être un petit peu plus faciles avec
au lieu d'avoir 6-7 ingrédients, maintenant, avec du bacon, de la saucisse, du poulet, on met du pepperoni. Ouais. Et on trouve des choses un peu plus, mais ça demande beaucoup de créativité. Comme j'ai une pizza en ce moment à la Barbara, avec la stracciatella, qui est l'intérieur de la burrata, avec le roquito pepper, qui est des petits piments importés du Pérou, et du miel. Donc, c'est excellent, mais c'est un petit peu plus simple que si je mets juste du bacon, poulet. Vous voyez? Un peu plus compliqué, vous voulez dire que si vous mettiez... C'est-à-dire que c'est plus simple au niveau des ingrédients, au niveau des coûts, au niveau des coûts. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à contrôler nos coûts. Donc, on fait des choses qui sont très savoureuses, très créatifs, mais qui coûtent moins cher à construire, plutôt que d'avoir une tonne de nourriture sur la pizza. On a beaucoup de commentaires. Oui, Olivier, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça complètement aberrant d'avoir tracé une ligne en plein milieu de la rue Stanley pour diviser les commerçants, en dédommager certains, quoi qu'il faut encore démontrer qu'il y en a qui ont véritablement été dédommagés à ce jour. C'est ce que je me pose comme question, et je la pose honnêtement. Je ne sais pas si quelqu'un a eu. C'est une bonne question. On va fouiller ça. Qu'est-ce que ça avec veut Florence. dire aussi? Vas-y, Olivier. Oui, ben absolument. Vincent de Montréal, lui, qui va en votre sens, M. Nadeau, qui dit c'est complètement imbécile comme décision de la ville de Montréal. Les commerces mangent de la merde, mais nos cyclistes, on leur fait de belles pistes cyclables. Donc, il fait un lien avec ça. On a aussi, pour revenir sur les taxes un peu plus tôt, dans le quartier Pointe-aux-Trembles, ça, c'est une auditeur de l'Est de Montréal qui nous parle de ça. Nous avons 5,3% d'augmentation. C'est vraiment jouer sur les mots, l'addition du 3,8% de la ville au centre, c'est-à-dire de Mme Soraya, qu'elle a mentionné, le 3,8%. C'est plus dans certains coins aussi. C'est d'une moyenne, là, tout à fait. Puis on s'entend, c'est quand même une grosse différence entre 3,8 et 5,3, donc c'est pas nécessairement une petite augmentation partout sur l'île. Non, tout à fait. Puis ça touche directement le portefeuille des gens. Je vous présente mes invités. Évidemment, on entend Jean-Daniel Nadeau, qui est propriétaire du restaurant Brigade Pizzeria Napolitaine sur la rue Stanley. Moi, ça me donne envie d'aller manger votre pizza. Je n'étais jamais allé, mais je vais définitivement. Moi, ça me donne envie d'encourager les gens qui ont de la misère. J'ai beaucoup de commentaires comme ça sur Internet en ce moment. On va vous souhaiter que ça se règle, Jean-Daniel. Gabriel Giguère est avec nous. Il est analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup d'être là. Nicolas Gagnon est directeur Québec pour la Fédération des contribuables du Canada. Merci beaucoup, Nicolas. Tous les deux, vite, là, sur cet aspect qui est en lien avec ces hausses de taxes un peu partout, parce que là, on voit qu'en même temps, les taxes augmentent, puis pour les commerçants et donc, par extension, pour les citoyens, je veux dire, Jean-Daniel, il est commerçant, mais il est citoyen, ça veut dire toujours de plus en plus de frais. Gabriel et Nicolas, votre réaction là-dessus? Non, je pense d'abord, c'est très triste ce qui se passe pour vous. Là. En plus que c'est une erreur là, qu'on entend, c'est assez particulier, mais effectivement, c'est toujours plus de temps. C'est une erreur, mais tu sais, si tu fais pas un profil, un post Instagram, puis que tu alertes pas un média, ben tu t'en sors pas. Il n'y a pas d'erreur, finalement. Ouais, c'est exactement, mais comme tu dis, Isabelle, c'est sûr qu'année après année, il y a une augmentation des taxes. Le non-résidentiel, quand on regarde la carte de Montréal, là, on voyait que ce n'est pas standard partout. Là. C'est le 3,8, là, évidemment, on parle de résidentiel, mais c'est en général. Mais quand on regarde le non-résidentiel, Pointe-aux-Trembles, c'est très élevé. Montréal-Nord également. D'autres coins de Montréal qui ne sont pas particulièrement les plus nantis de Montréal, mais où la proportion dans l'augmentation de taxes, elle est très importante, que ce soit du commercial ou du résidentiel. Donc, effectivement... Vous avez des données sur le non-résidentiel, justement, sur le commercial? On a des données sur le non-résidentiel, oui. Vous pouvez prendre votre feuille. Non, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on voyait notamment dans le coin de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, c'est des augmentations qui sont bien en haut de 3-4 %. On peut aller sur du 7, 6, 8 %, ce qui fait en sorte que c'est très dur là, pour des commerçants un peu partout à Montréal de pouvoir essuyer cette augmentation de taxes-là. Ça, c'est quelque chose de très concret et ça se retrouve également dans le budget de la Ville de Montréal. Là. Et est-ce que c'est l'augmentation des taxes municipales? On l'a vu, là, le journal a fait une belle job pour essayer de voir un peu partout au Québec où il y aurait les plus fortes. Je rappelle que c'est à Saguenay que les citoyens vont y goûter le plus, mais un peu partout au Québec, tout le monde va devoir mettre plus de sous en taxes municipales. Évidemment, ça, c'est résidentiel. Dans le non-résidentiel, le commercial, Nicolas, avez-vous, vous aussi, des données pour le reste du Québec, par exemple? Au niveau du Québec, c'est un peu plus difficile. Je n'ai pas tout à fait toutes les données là-dessus. Par contre, je me base sur les données de l'Institut, je pense que c'est Altus, oui, qui avait publié que justement la ville de Québec et de Montréal sont les deux villes au Canada où est-ce que le taux de taxe commerciale est le plus élevé, en fait. Et que le ratio, quand on compare au résidentiel, est aussi le plus élevé. Donc, le fait que ça n'a jamais vraiment été, adressé par les différentes administrations municipales, ça en dit beaucoup. Oui, puis c'est majeur là, pour vous, Jean-Daniel. C'est majeur, mais honnêtement, pour nous, c'est une goutte dans l'océan. C'est vraiment... C'est vrai. On vit avec depuis des années. Vous avez tellement d'autres problèmes, ça, vous voulez dire?
ça s'accumule un par-dessus l'autre. Vous avez l'air découragé. On est vraiment... Je m'excuse, c'est vraiment pas volontaire. Non, mais en même temps, on vous comprend tellement, mais vous avez Mais je l'air suis pas découragé. Non? Non, je ne suis pas découragé. Je suis positif. Les entrepreneurs, on a la coin dure. On est habitués à passer à travers ça. Oui, mais à un moment donné, ça atteint, là. J'ai fait un burn-out il y a 2 ans, j'ai passé par des dépressions, je suis encore là, j'essaie de faire attention pour pas retourner en burn-out, mais ça fait partie de la situation, ça fait partie du choix qu'on fait. Il y a des bons côtés à être entrepreneur. On rêve tous d'avoir une chaîne. Sa santé mentale. Jean-Daniel, vous avez fait un burn-out? Oui. En 2023. Ouais, j'ai passé 2 ans où Grace, ma conjointe, a dû prendre soin du restaurant. 2023, ça, c'est quand ils ont commencé les travaux sur la rue? Quand tout a commencé à péricliter, ça a été... ça a été. Mais regarde, c'est comme ça la vie, puis il y a d'autres gens qui ont d'autres problèmes, puis c'est correct comme ça, puis on est content de ce qu'on fait. Non, c'est pas correct comme ça. Pourquoi les entrepreneurs? Les entrepreneurs, là, on vient d'entendre François Legault. Là, il faisait un discours tout à l'heure là, pour rappeler que l'économie du Québec est solide et tout. C'est les entrepreneurs qui tiennent aussi, n'est-ce pas, Nicolas, pour en ajouter c'est le cœur, Gabriel. Mais je pense que le problème est plus profond. Je pense qu'au niveau sociétal, on n'a pas l'habitude encore d'aider ou de mettre un système en place pour aider les entrepreneurs, les soutenir vraiment. C'est pas facile de partir une compagnie. C'est très difficile. Il n'y a pas d'aide. Il y a des subventions à gauche et à droite, mais tout est très bien ficelé, qui fait qu'au final, tu ne peux pas réaliser une chaîne de restauration qui pourrait aller aux États-Unis. Pour nous, on aurait pu avoir une chaîne brigade qui aurait pu s'étendre partout à travers le Canada et avoir une brigade à Vancouver, dans l'Ouest. Les autres le font, les États-Unis le font. On n'a pas cette possibilité-là ici. Il n'y a pas de venture capitaliste ici non plus. Donc, on ne peut pas aller chercher des millions de BlackRock ou d'une compagnie comme ça qui investirait dans une chaîne pour la faire grandir. Donc, on est tout seul, moi et ma conjointe. On en rouvre un deuxième. On va en ouvrir un troisième. C'est dans nos plans. C'est ce qu'on travaille en ce moment. Ouais. Malgré tout, vous ne lâchez pas? Non, il ne faut pas lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Quand tu lâches, c'est là où tu étais près de où c'était pour arriver. Tu étais près du but. C'est là où les gens lâchent habituellement. Les entrepreneurs sont faits comme ça. On continue. On lâche pas. Malgré votre dépression, malgré votre burn-out, vous dites... Là, je suis remonté. Je te dirais que ça a été très difficile parce que le burn-out, la difficulté, c'est que tu te trouves niaiseux, tu te trouves plus capable, tu te trouves comme, wow, avant, je faisais tellement d'affaires, puis là, je suis capable d'en faire 40 %. Mais tranquillement, ça a remonté. Puis je te dirais que je suis revenu à 98-99 %. Mais maintenant, je me connais mieux, je prends des breaks. J'ai dit à ma conjointe, regarde, je vais rester à la maison aujourd'hui, je me donne le droit. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui. On a juste une vie à vivre. C'est pas que je fasse ça ou que je fasse d'autres choses. Non, on est tous ici pendant un certain temps. Il y a des gens qui vivent d'autres choses. Il y a des camionneurs qui n'aiment pas leur vie non plus. Il y a des gens qui sont pris avec des problèmes beaucoup plus graves que les miens. J'ai été chanceux dans la vie. On avait une chaîne de restaurants qu'on a vendue. On était capable d'acheter une maison. On était capable de partir brigade. Je suis quand même chanceux. Le burn-out, c'est une fatigue mentale. C'est pas que tu es malheureux, c'est que tu es fatigué mentalement. Ouais. Et puis, c'est ce que ça demande d'être entrepreneur parce que tu es conseiller financier, tu es marketing genius, tu es chef, faut tout le temps que tu sentes bon, il faut que tes prix soient parfaits pour tout le monde. C'est vraiment, vraiment difficile de gérer tout ça parce que... Puis là, ta rue est barrée par la ville. La ville dit qu'elle aide, mais sauve-toi. Bien, au début, tu fermes ta boîte. Des fois, tu as l'impression que... Au début, tu fermes ta boîte, t'attends parce que tu te dis, je veux pas non plus payer pour, parce que si je me mets à dos la ville, bien, la ville va venir faire des inspections. Puis là, j'hypothèse qu'ils ne font pas ça nécessairement. Là. Mais tu te dis dans ta tête à toi, tu te dis, je suis mieux de pas parler. Je vais les avoir sur le dos. Là, je suis mieux de pas parler parce que tout le monde, les compétiteurs, tout le monde va savoir ce qui se passe dans ma vie, puis je veux pas que tout le monde vienne voir ce qui se passe dans ma vie nécessairement, tu sais. Fait que c'est un peu ça. On vit beaucoup dans l'ombre, puis il y a une raison à ça, c'est qu'on peut pas comme sortir puis dire, voici la vérité, tu sais. Regardez donc vos textos d'un coup que la ville vous a envoyé un message ou qu'un conseiller municipal vienne d'allumer puis que ça soit réglé. Là-dessus, on va s'arrêter. On va bien sûr continuer avec vos commentaires sur les hausses de taxes. Je ne sais pas si votre ville est dans celles qui ont été répertoriées par le Journal de Montréal. Il y a des hausses supérieures à l'inflation un peu partout au Québec, je peux vous le dire. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va s'en sortir, à la fois dans le résidentiel puis dans le non-résidentiel où c'est même pire. On veut avoir votre opinion là-dessus. Absolument. Appelez-nous, écrivez-nous 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio.